Chers amis, nous sommes le 1er janvier 2024. Respectons la tradition avec plaisir. Avec Guy, nous vous présentons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année, en espérant que cette année 2024 soit différente en mieux que l'année 2023. Pour ce qui nous concerne, avec Guy, nous continuerons, et Guy surtout, à nous donner de très très belles recettes très agréables réconfortante, régressive, euh, qui nous procure plein de bonheur. Et surtout des recettes pas chères. Et quand Guy utilise des produits onéreux, il le dit, et il dit par quoi est-ce qu'on peut remplacer ce produit-là. Donc, chers amis, restez à notre écoute. Nous avons encore, Guy a encore plein de choses à vous dire. Voilà, nous vous présentons nos meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Avant de laisser la parole à Guy dans cet épisode 79 consacré au sucre, je voulais vous dire que dans mon podcast des Amis de la fête de la gastronomie, j'ai interviewé une diététicienne pâtissière qui s'appelle Mirana Robinson, avec laquelle nous avons fait un très très bel épisode qui s'appelle Pour une pâtisserie saine et gourmande. Mirana a un regard du sucre différent de Guy. C'est ça qui est intéressant. Si vous êtes intéressé au sucre, écoutez ces deux podcasts. Évidemment, je mettrai le lien de l'épisode que j'ai fait avec Mirana dans le podcast des Amis de la Fête de la Gastronomie. Écoutez ces deux épisodes, vous aurez une bonne vision du, du sucre. Guy, si tu veux bien, entrons dans notre épisode 79 consacré au sucre. 80% du sucre consommé dans le monde provient de la canne à sucre et seul 20% provient de la betterave sucrière. Chers amis, une fois de plus, nous sommes heureux de vous retrouver avec Guy. Bonjour Guy. Bonjour Claude. Et bonjour chers amis. Alors, euh, voilà, vous voyez derrière moi la photo. Chers amis, vous vous doutez de quoi allons-nous parler? Auparavant, Guy a une actualité un peu rigolote et incroyable à propos d'un boucher charcutier en Belgique qui a une idée un peu extraordinaire. Eh oui, alors pour ne rien cacher à nos auditeurs, Claude, nous sommes à quelques jours des fêtes de Noël, enfin de Oui, la fête de Noël, oui, et qui dit fête de Noël dit, je dirais, des présents, des cadeaux. Noël est suivi de près par la fête des rois, hein, oui, qui a lieu au début du mois de janvier. ouais, L'épiphanie est fêtée traditionnellement le premier par l'Église, en tout cas le premier dimanche du mois de janvier, bien que la date officielle, je pense, c'est le 6 janvier, si mes souvenirs sont bons, mais on fête ça le dimanche. ouais, Alors traditionnellement en France, il y a la galette des rois. oui, Alors c'est une tradition qui a envahi la Belgique depuis aussi. déjà de nombreuses années. Oui, oui, tout à fait, hein. Euh, Quand j'étais plus jeune, on en trouvait déjà, mais ce n'était pas une habitude. Ce n'est pas vraiment une habitude d'origine. C'est une habitude qui a percolé depuis la France. Maintenant, on en trouve dans toutes les pâtisseries, je dirais de toutes les qualités, dans les grandes surfaces évidemment, avec des prix défiant toute concurrence, mais une qualité qui quelquefois, je dirais, défie aussi, je dirais, toute concurrence. Ce n'est pas toujours là, mais enfin bon, voilà. Et alors un boucher qui fabrique et qui produit ses salaisons et ses charcuteries, qui est installé donc en province de Namur, mais vraiment dans le sud-est de la province, à proximité de la province du Luxembourg. Ce monsieur est installé à Bohan-sur-Semois. Donc la Semois, c'est une rivière extrêmement sinueuse qui parcourt en gros le sud, le sud-est de la Belgique.
et qui ne se jette pas dans la Meuse en Belgique, mais bien en France. Mhm. Bref, ce monsieur, Antoine Muller, de son nom, installé à Bohan-sur-Semois, a eu l'idée suivante, c'est qu'il a dissimulé 5 fèves parmi 500 charcuteries de son commerce. Alors, les charcuteries, ça peut être évidemment des pâtés, ça peut être éventuellement, comme il y a un service traiteur, des tourtes salées, pourquoi pas. Ça peut être du saucisson, ça peut être de la saucisse sèche, donc il y a Oui. des fèves. Ce qui est Et déjà, si tu oui, permets, Guy, ce qui est déjà extraordinaire, c'est qu'il ait eu l'idée de mettre des fèves dans ses charcuteries. oui, Déjà, ben, oui, bien première sûr. chose. Maintenant, je dirais qu'il a un petit peu copié l'idée des pâtissiers, parce que les pâtissiers, Absolument, mais généralement, ça ne se font quand faisait pas. même, non, ça ne se faisait pas, mais les pâtissiers font quand même, je dirais, un chiffre d'affaires intéressant du fait qu'ils mettent des fèves, hein. Il Oui, y a ceux, parce qu'il y a des collections de fèves qui sortent chaque année, ce sont absolument. des petites fèves en porcelaine. Oui. Alors, ça peut être des personnages de Walt Disney, des personnages d'autres, je dirais d'autres sujets. Il y a vraiment tout au niveau des Mm. fèves. Il y a vraiment de la collectionnite de fèves aussi à ce niveau-là. Et alors en plus, certains pâtissiers, pour booster leur vente, ont même eu l'incroyable idée de mettre des petits lingots d'or, hein. Chaque Mhm. année, il y a l'un ou l'autre pâtissier, même en Belgique, et en France, je crois que c'est le cas aussi, Mm. qui mettent soit une pièce d'or, soit un lingot d'or dans. Quand on dit un lingot, c'est pas un lingot d'1 kilo, on a bien Non, compris. non. C'est vraiment la toute petite unité, la plus petite Oui, possible. Mais oui. enfin, bon, voilà. Alors, il a donc décidé, lui, de mettre des fèves. Et alors, il y en a 5, mais la première, quand je dis la première, c'est pas la première fève, hein. La première, le premier prix, si je puis dire, on ramène la fève, il y aura un tirage au sort, et il y aura des cadeaux, bien entendu, 5 cadeaux d'importance, mais le premier prix, c'est un diamant d'une valeur de 800 €. Donc, il s'est arrangé avec une bijouterie de manière à pouvoir. Donc, alors, je vois que le diamant euh, a une taille de 3,5 mm. Voilà. Mhm. Alors, ils Mhm. ont la bonne idée, et ça, je crois que ce n'est pas une mauvaise idée, c'est de ne pas mettre le diamant directement dans la charcuterie. Oui, c'est une très bonne idée. Parce que Oui. ça pourrait avoir comme conséquence, c'est que bon, si c'est dans un saucisson, ben, on peut très bien le trancher avec une machine, hein, et abîmer le diamant, ce qui ne serait pas une bonne idée non plus, même si le diamant est censé être très très dur et je dirais ne pas s'abîmer facilement, ne pas se rayer facilement, mais enfin bon. Oui. Mais comme on peut aussi très bien ne pas le voir et l'avaler, Et hein. absolument, oui. Parce que vous prenez du pâté que vous allez étaler sur des toasts, sur du pain, si le diamant n'est quand même pas très très gros, hein, Oui. se trouve, disons, enrobé de farce, vous allez le mettre sur le pain et puis l'avaler, puis vous sentirez quelque chose un peu dur sous la dent. Bon, si vous avez la bonne idée de le recracher, vous le trouverez, sinon vous l'avalez, et puis je ne vous fais pas le dessin de l'endroit Il est où il va perdu. ressortir et il sera perdu. Bon, voilà. Et alors, Oui, ça me oui. rappelle une anecdote qui remonte quand même oui, à quand même à quelques années, bien sûr. Il m'arrivait de donner cours en cours du soir dans une école hôtelière. Et alors, bon, je ne donnais pas cours cette année-là, mais enfin, j'étais témoin de ce qui s'est passé. J'avais des collègues qui, avec les élèves adultes, pour les fêtes de Noël, faisaient de la charcuterie, faisaient du pâté. Bon. Et ils vendaient du pâté par l'intermédiaire, entre autres, de la directrice, très loin, puisqu'ils en vendaient jusqu'à Liège, pour citer l'exemple. Mhm. Alors, il est toujours connu que quand on travaille en hôtellerie, en cuisine en particulier, on ne doit pas porter de bijoux, évidemment, hein, Mhm. parce que Oui. c'est une question d'hygiène, c'est une question je dirais, de propreté, de respect par rapport au client, puisque dans un bijou, autour d'une bague, il y a des crasses qui peuvent se mettre et bon, on manipule la nourriture. Mhm. Alors, donc, ils avaient réalisé du pâté. Et puis, il y a une élève adulte, hein, pour autant, qui tout d'un coup se met à pas dire à crier, mais enfin, mon Dieu, j'ai perdu ma bague de fiançailles. Ah, Donc, la bague de fiançailles, elle avait mélangé le pâté, la farce à pâté à la main, pour pouvoir après le mettre dans les terrines pour le cuire. Et elle s'est rendue compte que sa bague avait disparu. Bon. Et c'est ma bague de fiançailles. C'était une bague avec un diamant, justement. Et c'était une belle bague, apparemment, hein. C'était pas, disons, une oui. bague achetée dans une farfouille, comme on dit, hein. Mhm. Bon. Donc, ils ont repassé tout le pâté à la main, entre leurs mains, pour retrouver la bague. Donc, ils ont repris les 25 ou 30 kilos de pâté, ou 50 kilos, je ne sais pas, il y avait une quantité, et ils l'ont fait passer dans leurs mains, dans leurs doigts, à plusieurs, pour essayer de retrouver la bague. Ils n'ont jamais retrouvé la bague, évidemment. Ah, Et puis, au mois de janvier, la directrice est arrivée en disant, voilà la bague, elle a été retrouvée dans un pâté qui a été vendu à Liège.
Donc, on a fini par retrouver la bague, mais c'est pour vous dire à quel point, ici, ce n'était pas volontaire, évidemment, mais c'est Ouais, pour vous dire à quel point, je dirais, ce n'est pas facile à retrouver quand on dissimule quelque chose. Et là, c'était par accident, tout simplement. ouais, ouais, absolument, absolument. Bien. Oui, on Euh, pourrait aussi donner quelques informations sur le Noël blanc. Ce n'est pas strictement culinaire, mais enfin, voilà. oui. Donc, j'ai lu un article aujourd'hui qui nous disait que l'espoir d'un Noël blanc s'amenuisait avec le temps. Effectivement, Mhm. je ne sais pas si en Savoie il y a de la neige pour le moment, mais Oui, en tout cas, sur les hauteurs, il y en a. oui. Les stations commencent à ouvrir. Ah, c'est ça. Chez nous, il y a eu de la neige avec les stations qui ont ouvert également il y a 2, 3 week-ends. Mhm. Il avait fait plus froid, donc ça va. Il y avait de la neige, il n'y en a plus, hein, évidemment. Nous n'avons pas Oui, les mêmes altitudes qu'en Savoie. oui, Et oui. alors, on annonce des températures de 4 à 8 degrés sur la Haute-Belgique. Donc, ça veut dire qu'évidemment, il n'y aura pas de neige. Mhm. Et alors, j'ai lu un peu les statistiques. Depuis la guerre de 40-45, il n'y a eu que 5 Noël blancs en Belgique. Donc, c'est Mhm. dire, on a eu de la neige, évidemment, au mois de janvier. Mais à Noël, il n'y en a eu que 5. Et la dernière fois qu'il y a eu un Noël blanc sur tout le pays, il faut remonter à 1964. Ah oui. Hein, alors là, il y en avait, je dirais, aussi bien sur le littoral que sur la Haute-Ardenne. Donc, tout le pays était couvert de neige. Mais il faut remonter à 1964. Mhm. Donc, c'est dire que avec le changement climatique et le réchauffement de l'atmosphère, il y aura de moins en moins de Noël Oui, blanc, je dirais oui. même en Belgique, bien entendu. On peut vraiment le penser, mais pas qu'en On peut le Belgique d'ailleurs. penser, hein, voilà. Alors, puisque on est dans la neige et dans les recettes du moment, je voulais revenir, Guy, sur une recette que tu nous as fait l'honneur de nous donner, de nous parler. C'est en plat chaud, le gratin de fruits de mer que nous avons enregistré il y a un an. Eh bien, un an après, on en est à 8475 vues. Et sur ces derniers 30 jours, cet épisode a été vu plus de 1000 fois. Vu et entendu, bien sûr. Bien sûr. Il s'agit, chers amis, si vous voulez continuer d'écouter ce magnifique épisode sur le gratin de fruits de mer cuisiné et dit par Guy, c'est l'épisode 23. Si vous allez sur sopac.be, vous allez chercher l'épisode 23. Donc, vous allez voir ce magnifique épisode et je vois bien que en fait, tout au long de l'année, Guy, les gens vont écouter cet épisode-là en particulier. Oui, c'est ça. C'est assez curieux parce que finalement, bon, il y a eu d'autres recettes, Plein mais d'autres recettes. je crois que les auditeurs qui se mettent à la cuisine, parce que bon, je pense que c'est surtout le fait d'auditeurs qui veulent un peu voir ce qu'ils peuvent faire concrètement, Mhm. se disent ben, c'est un plat populaire, hein, Mais un gratin de oui, poisson, un gratin de fruits de mer. oui, En plus, oui, ça a une petite connotation festive. Je vais dire par là que, absolument, bon, au moment des fêtes, on se dit, tiens, comment on pourrait faire pour consommer, je dirais, des fruits de mer, mais sans acheter du homard ou de la langouste ou des choses hors de prix. tout à Et c'est fait. vrai que c'était une option qui permettait de se faire plaisir à partir de À produits peu de, qu'on trouve très facilement. oui, à peu Il y de avait de la frais. bisque, hein, il y avait de la bisque, il y Oui, avait finalement on met les fruits de mer qu'on veut. Hein, on peut absolument. mettre aussi, je dirais aussi bon marché ou aussi coûteux qu'on veut. Oui, oui. Ça dépend un petit peu de ce qu'on souhaite faire. Et C'est un plat qui est réconfortant, qui est régressif, qui réunit. C'est une recette, c'est un plat extraordinaire, ce oui, gratin de tout à fruits de fait, mer. tout à fait, tout à fait. Et puis on peut le prendre aussi bien à la limite en plat principal qu'en entrée si on le souhaite. Hein. Ah oui, en plus, On en pourrait. plus. Hein. Bon, Oui, en oui, général, oui. ça va En se plus. prendre en entrée, mais Oui, je dirais qu'indépendamment de ça, on peut le prendre vraiment sous oui. la forme qu'on a envie. Et même moi, j'ai envie de vous parler un petit peu des menus de fin d'année, parce que Bon, quand j'ai même. décidé Bon. de, oui, oui, mais pas de donner des Oui, recettes, mais oui, oui, simplement mais de faire un commentaire. d'accord. Allons-y, Guy. Alors, Guy, oui, je crois que tu as envie de nous parler des recettes de fin d'année, de la cuisine de fin d'année un petit peu. En fait, j'ai envie de vous parler de critiquer, parce qu'ici, ce sera un petit peu une critique quand même, les menus de fin d'année dans certains établissements. Oui. Et alors, je ne vais pas vous donner le nom de l'établissement parce que je ne tiens pas à avoir un procès sur le dos d'une part. D'autre part, j'y ai travaillé il y a quand même de très nombreuses années, étant en salle qu'en cuisine, et ce fut un des plus mauvais souvenirs professionnels que j'ai eu. À Ah. l'époque, je dirais que j'avais parfois l'impression d'être tombé chez les Thénardier, et sans rire. Hein. Oui, tu m'en as D'autre part, parlé. bon, entre-temps,
Entre-temps, l'établissement a été revendu, il s'est modernisé. On y mange bien, hein, je dois reconnaître qu'on Mm. y mange bien, j'y suis déjà allé. Et nous Mm. y sommes allés ensemble, hein, pour dire les Absolument, choses, on nous a y sommes pris allés. oui, oui, On on a est pris allé boire un un verre coup. là-bas. Donc, Tout enfin, à voilà. fait. Ouais. Et alors, la curiosité me titillant, il y a 2, 3 jours, je me dis, tiens, je vais un petit peu aller voir ce qu'il y a comme menu de fin d'année. Alors, Mm. il est connu, les restaurateurs qui sont honnêtes le disent, il ne faut pas aller au restaurant pour manger le jour des réveillons. Oui, Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Hein, on connaît que le fait que le restaurant, ben, il va essayer de faire le plein, évidemment. Hein, il va ouais, essayer ouais, ouais, de ouais, rentabiliser son infrastructure. ouais. Généralement, on paye très cher parce que, anciennement en tout cas, il y avait plus de demandes que d'offres disponibles, donc les Mm. prix étaient assez élevés. Mm. On profitait un peu de la situation en se disant, bon, on va gonfler les prix parce que les gens ont envie de sortir. Oui. Alors, je vais vous donner presque quasiment un contre-exemple d'une offre qui pour moi n'est pas trop alléchante parce que justement elle elle manque non peut-être pas d'originalité mais elle manque de précision. Et alors le prix c'est 99 €. Alors qu'est-ce qu'il Mm. était indiqué pour ce prix-là? Je vous ferai le commentaire des fautes de syntaxe et d'orthographe après, hein, parce que ça aussi c'est pas mal. Ah oui. Ah oui oui oui. Donc on commence par prélude apéritive au féminin. Bon déjà, hein, Oui, apéritive, bon, prélude est un mot masculin, mais enfin, bon, prélude apéritif, c'est l'apéritif. Alors, c'est l'apéritif, mais on ne sait pas ce que c'est, évidemment. oui. Est-ce que c'est un cocktail? Est-ce que c'est un, un verre de mousseux, un verre de champagne? Généralement, quand on sert du champagne dans un, parce que c'est boisson comprise, hein, quand Mm. on sert du champagne lors d'un réveillon, surtout au Nouvel An, on va plutôt offrir la coupe de champagne à minuit. Oui. Et généralement, à l'apéritif, on vous sert un mousseux, un cava, diversement aromatisé. Hein. Mm. Mm. Bon, maintenant, j'ai un mauvais souvenir, non pas de cet endroit-là, mais d'un autre endroit. Ah, notre apéritif maison, ce sera un mousseux au cassis. Oui, d'accord. Mais le mousseux au cassis, ce n'était pas un crément, ce n'était pas, je dirais même pas un cava espagnol, même pas, je dirais un mousseux italien. Non, c'était le vin le plus bas de gamme qui soit, gazéifié. Ah oui. Donc, c'était finalement un vin blanc banal gazéifié. Oui. Alors, ne croyez pas qu'il y avait une crème de cassis de Dijon ou quelque chose, disons, de valeur, Mm. ou une liqueur de fruits de valeur. C'était du sirop de cassis. Donc, autant vous dire que quand vous ne savez pas ce qu'on va vous servir, mais entre ce qui pourrait être le mieux et ce qui peut être le plus médiocre, il y a une marche, mais il y a surtout une marche qui fait qu'on peut vous prendre pour un gogo, hein. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on va servir avec ça? Est-ce que ce sera je dirais, une petite mise en bouche avec du foie gras? Est-ce que ce sera une petite bisque? Est-ce que ce sera, bon, une bisque, ça m'étonnerait, vous allez comprendre pourquoi après. Mm. Mm. Est-ce que ce sera, je ne sais pas moi, un petit peu de fruits de mer, des crevettes avec une sauce cocktail? Est-ce que ce sera, je ne sais pas. Donc, prélude apéritif, c'est tout et n'importe quoi, et on ne sait pas ce que c'est. Bon. Mm. Mm. Alors, l'entrée, cannelloni, écrevisses, ricotta et petits légumes, sauce bisque. Bon. Mm. Je suppose que c'est fabriqué maison, mais enfin, des cannelloni, ça ne coûte pas très cher. Est-ce qu'il y Oui. aura une pièce? Est-ce qu'il y aura 2 pièces? La ricotta, bon, ça ne coûte pas très cher non plus. Oui. Les écrevisses, maintenant, parlons-en. Pendant toute ma carrière professionnelle, j'ai travaillé avec des écrevisses fraîches, achetées vivantes, qu'on ébouillantait, qu'on cuisait, qu'on décortique, etc. Mais, Mm. vous le savez comme moi, on trouve également sous blister en plastique dans les grandes surfaces des queues d'écrevisses fraîches, hein, donc non surgelées, qui proviennent de Turquie, parce qu'il y a dans l'est de la Turquie de grands lacs dans lesquels on élève des écrevisses. Et alors, il y a toute une industrie, je dirais, de l'écrevisse dans ce coin-là, hein, où elles sont, je dirais, cuites en immense quantité, elles sont décortiquées. On ne vous vend que les queues, mais la qualité n'est pas non plus extraordinaire, il faut bien l'avouer, et ça ne coûte Oui. pas très très cher non plus. Ouais. Alors, est-ce que ce seront de vraies belles écrevisses? Et là, je serais un peu étonné que ce soit le cas, je dirais, vivantes, qui ont été travaillées à l'établissement, ou Ouais. est-ce que ce sont des écrevisses achetées comme ça, je dirais, en boîte, provenant de loin et peu gustatives et peu qualitatives? Je n'en sais rien. Bon, Ouais. les petits légumes, ben, qu'est-ce que ça va être? Des dés de carottes, un petit peu de céleri, éventuellement un peu de poivron si on va faire un peu plus exotique, je ne sais pas. Mm. Mm. Bon, mais ça ne coûte pas très cher non plus. Alors, sauce bisque. Bon, si c'est une véritable sauce bisque et qu'elle est réalisée à partir des carapaces d'écrevisses et qu'elle est faite traditionnellement, je dis ça peut être un très beau plat. Hein. Oui. D'ailleurs,
Je ouais. pourrais peut-être même un jour dire, je vais vous le proposer et le faire lors d'un épisode, hein, donc il n'y a pas Hum, de hum, problème. hum. Mais si maintenant, je dirais qu'on a un petit peu pris, comme moi, l'option pour le gratin de fruits de mer, de dire, on va faire les choses beaucoup plus simples, et on va prendre une boîte de bisques, la crémer, et puis la mettre sur l'assiette, ben, c'est une solution au rabais, hein, je n'ai pas peur de le dire. Le gratin de Hum. fruits de mer a beaucoup de succès, mais j'avais donné à nos auditeurs un moyen de faire les choses très simplement et très facilement Oui, pour eux qui ne sont pas cuisiniers professionnels. oui. Maintenant, ici, nous sommes dans un établissement qui est tenu par des professionnels. Est-ce qu'ils font la même chose ou pas? Ça, c'est la question. Hum, hum. Ensuite, vous avez un entremets givré. Oui, De nouveau, l'entremet givré, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une bête boule de sorbet achetée, je dirais, à l'industrie qui est mise dans un verre, ou est-ce que c'est un sorbet maison? Est-ce que c'est un citron éventuellement, givré. pourquoi pas, un citron givré? Oui, mais bon, on Ouais. trouve aussi du citron givré Oui, chez oui. n'importe quel grossiste de l'industrie agroalimentaire. Donc, Absolument, entre absolument. le maison et l'acheter tout fait qui coûte très peu, Hum, il y a tout de nouveau, hein. Alors, si hum, on veut maintenant faire un bel entremets givré, qu'est-ce qu'on fait? On fait un vacherin avec du sorbet à la framboise ou quelque chose comme ça, hein, et on sert une part même une petite part, mais on sert une part d'un véritable entremets. Parce que, hum. bon, un entremets, c'est un entremets. Si c'est simplement une boule de sorbet dans un verre, ce n'est pas vraiment, enfin, c'est entre les mets, mais ce n'est pas le C'est pas terme, entre. disons, Oui, culinaire entremets. oui, Et puis, on oui. passe tout de suite à la grosse pièce, le plat Hum, principal. Ah oui, oui, oui. hum. Là, c'est un magret de canard, poire cognac et pain d'épices. Bon, Oui. alors, poire cognac, c'est une liqueur qu'on fabrique en Belgique, qui est très très bonne. J'en ai déjà reçu une bouteille, elle est très très bonne, c'est très goûteux. C'est une petite distillerie qui la fabrique. Donc, on part de cognac dans lequel on met de la poire à macérer, puis on filtre, etc. Ben, c'est très bon, il n'y a rien à redire. Mhm, mhm, Donc, il y a certainement avec ça une sauce qui est réalisée dans laquelle on met cet alcool-là. mhm, Maintenant, est-ce qu'il y a des morceaux de poire dans la sauce? Est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce qu'il y a des poires en garniture? Est-ce qu'il n'y en a pas? On ne mhm, sait pas. Alors, pain d'épices, bon, est-ce qu'on met du pain d'épices dans la sauce? Est-ce qu'on va prendre du pain d'épices? Moi, je dirais que j'aurais pris du pain d'épices, le tailler en petits cubes, le faire mhm, sécher ou le mhm, poêler et le mhm. mettre en garniture sur la viande. Oui. Le magret de canard, il y a le gros problème, c'est qu'en Belgique, on appelle magret de canard tout et n'importe quoi, ce qui n'est pas le cas de la France. Mhm, En France, pour qu'un filet de canard s'appelle magret de canard, il doit provenir d'un canard qui a été élevé pour le foie gras. mhm, Obligatoirement, c'est la loi. mhm, mhm. Tandis qu'en Belgique, du simple filet de canard qui n'a pas servi à faire du foie gras s'appelle au restaurant magret de canard. Pour moi, c'est une Mhm, lacune, mais c'est comme ça. mhm, mhm. On ne va évidemment pas mettre une pièce entière par personne, vous pensez bien, hein? On va Oui. faire une pièce pour deux couverts. Bon. Avec ça, on ne sait pas quelle est la garniture. On ne Ouais. sait pas s'il y a un gratin dauphinois, une pomme dauphine, des pommes croquettes, Mhm. que sais-je d'autre? On ne sait pas. On ne sait pas s'il y a un accompagnement de légumes. On ne sait pas s'il y a un Des accompagnement. haricots qui viennent du Kenya. Oui, mais il n'y a rien qui est précisé. Donc, il y a uniquement la viande avec sa sauce. Point. Ouais, ouais. On ne sait pas. Et Mhm. puis après, le clou, c'est le dessert. Dessert de lent. Ah, Ah oui, mais dessert de qu'est-ce l'eau. que dessert de lent? Alors, ce D'accord. n'est même pas dessert de lent neuf, donc on peut supposer que le dessert a de l'âge, mais enfin, non, je ris en disant ça, mais c'est dessert Ouais, de lent. ouais, Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une part de gâteau? Est-ce que c'est un dessert glacé? ouais. Est-ce que c'est un gâteau, je dirais, plutôt du style bavarois, entremets, charlotte, quelque chose comme ça? Ou Mhm, est-ce que c'est simplement, enfin simplement, est-ce que c'est une génoise, qu'une crème au beurre quelconque? mhm, On ne sait pas. mhm. Alors, les vins, les boissons sont comprises, mais on ne dit pas non plus Quelle boisson. euh, quelle boisson, parce que Ouais, je vais pas vous faire un dessin, mais entre la bouteille de vin qu'on achète à 5 euros, hein, oui, et la bouteille qu'on achète à 40 euros ou à 50 euros, bon, je parle prix d'achat restaurateur, hein. oui. Il y a aussi il y a aussi de la marge, évidemment. Mhm, Donc, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas si, par exemple, et c'est traditionnel chez nous, on va vous servir la coupe de champagne à minuit. On ne ouais. sait pas s'il y a une soirée qui va se prolonger. Hein, souvent, c'est le cas. On a une soirée dansante, mais on ne sait pas s'il va y avoir, que sais-je, moi, une soupe à l'oignon à 2 heures du matin, comme c'est aussi la tradition. Oui. On ne sait pas. Mhm. Et alors, je trouvais quand même que c'était relativement cher par rapport à tout ce qu'on ne sait pas finalement, hein. Oui. 90, 99 euros pour un service de trois plats, un menu de trois plats.
hein, hors apéritif. On ne ouais. sait pas si le café est compris, on peut le supposer, mais Mm, mm. Oui, café milliardise n'est pas indiqué. Donc, si on ne le mm, sert pas, on peut toujours dire, ah non, c'était pas compris dans le prix. Enfin, je n'en sais rien, mais pour moi, ça pêche vraiment par manque d'information, par manque de précision, ouais, ouais, et je dirais par manque de plat. Il me semble qu'on aurait très bien pu mettre un tout petit plat froid en plus en entrée, oui, qui n'aurait pas forcément coûté très cher, ouais. mais qui allait étoffer un peu ce menu, hein. Il me semble vraiment que c'est un peu faible. C'est un peu léger. C'est Mais un peu léger. Et alors, oui, bon, et c'est le cas dans beaucoup d'endroits. oui. Alors, je vais vous faire un petit florilège des fautes qu'il y a. Ah, alors, oui, Ben oui, donc on commence par prélude apéritif. Donc, on a conjugué, enfin, on a accordé plutôt apéritif au féminin, alors que prélude est un mot masculin. oui, Alors, il y a l'emploi des majuscules un peu n'importe quand, un peu partout. ouais. Alors, entre mes givrés, c'est écrit avec un G majuscule. Par contre, apéritif, c'est écrit avec une minuscule. Bon, ou bien on est cohérent, on en met partout, ou on en met que quand il en faut, hein. Oui, oui, Bon, euh, il y a également le fait qu'entre mai, qui doit s'écrire avec S, s'écrit ici au singulier. Donc pourquoi, ouais. comment, n'en sais rien. Voilà. Oui, C'est vraiment très, très, très particulier. Et pourtant, c'est d'une tristesse pour les je n'ai gens pas de... l'habitude de cracher dans la soupe, comme on dit, mais là, Oui, quand oui, je suis tombé sur ce menu-là, j'ai dit là, il faut que j'en parle pour bien dire que oui. quelquefois, je ne sais pas s'ils auront du monde, hein, espérons qu'ils Mais fassent quand même c'est bien leur- possible. leurs affaires, mais Oui. en Parce que tout cas, une chose est sûre, je ne mettrai pas ce prix-là pour aller manger ce soir-là. c'est Parce évident. que C'est si évident. vous êtes à quatre personnes, par exemple, pour aller manger, ben, vous devez sortir 400 euros. Ah oui, ah oui. Oui, vous allez me dire, bon, c'est normal, Oui, c'est le prix par personne, c'est logique, mais vous devez oui. sortir 400 euros. Et avec 400 euros, même en recréant ce menu-là, vous allez avoir de la marchandise chez vous, hein. Ah oui. Et de la Et bonne surtout, marchandise. et surtout que ce ne sera pas compliqué de réaliser le même menu, en fait, hein. Oui, oui, Voilà, oui, c'est oui, ça que je oui, veux oui, dire oui. également. Oui, oui. Non, mais Donc, il écoute, faut vraiment être très, très prudent. Alors, l'autre point dont il faut vraiment parler, c'est que maintenant, avec les contrôles de la route, Hmm, on ne peut plus boire comme on veut. Il faut absolument. vraiment être très prudent. Je me suis fait contrôler il y a quelques jours. Heureusement, je n'avais rien bu du tout. Mais Hmm. ça veut dire que ce soir-là, il y aura des contrôles. Ah Donc, oui, quand on c'est met clair. maintenant boisson comprise, ben, il faut être très prudent. Vous allez prendre une Hmm, boisson alcoolisée à l'apéritif. Vous allez prendre un verre de blanc, un petit verre de blanc avec l'entrée, un petit verre de rouge avec le plat principal, et en espérant que vous aurez éventuellement une petite coupette de champagne à minuit. ouais, Ça vous ouais. fait déjà 4 verres. Hmm, On va considérer que bon, on élimine 0,15 degrés d'alcool enfin 0,15 d'alcool par heure. Donc, on va dire que si on vous fait souffler, ben, vous serez à peu près bon, hein, normalement. Si on vous fait souffler à 3 heures du matin, ça ira. Mais si vous décidez de partir à minuit 5, hmm, hmm, vous ne pouvez même pas boire tout ça parce que hmm, vous serez hmm. positif. Ouais, Donc, les restaurateurs savent très bien maintenant que quand ils mettent boisson comprise, même vin compris, le client ne va plus boire oui, sa bouteille et demie par personne sur la soirée, oui, c'est oui, terminé. oui, absolument, absolument. Donc finalement, je dirais que c'est un peu une arnaque. C'est pas une bonne soirée C'est pas une bonne soirée. En tout cas, voilà. sur ce C'était pour vous plan-là. dire et pour dire à nos auditeurs, mais ils écouteront sans doute l'épisode après les réveillons, qu'il faut être très très prudent Oui. lorsqu'on envisage d'aller au restaurant. Non, mais je le mettrai la semaine prochaine, cet Oui, oui, épisode-là. mais Oui, je dirais, il faut être très très prudent tout à quand on fait. envisage d'aller au restaurant pour les fêtes. Voilà, tout simplement. Absolument, chers amis, faites très attention. Et ma foi, les fautes d'orthographe, bon, Bon, et qui- mais je dirais que les fautes d'orthographe, on me dit toujours, oui, mais non, c'est pas important, c'est ce qu'il y a dans l'assiette. c'est très Moi, je suis important. désolé parce que la Absolument. faute d'orthographe traduit une négligence. Et s'il y a une négligence simplement dans l'approche du menu, il y aura vraisemblablement des négligences dans la réalisation du menu. Oui, mais alors, j'ai un avis un petit peu différent de toi, Guy, parce que pour moi, négligence veut dire que l'on sait. Or, s'il y a faute d'orthographe, c'est que Oui, peut-être on ne sait pas. non, mais on ne Tu sait vois? pas. Et donc, ça veut dire qu'on n'est pas compétent. Et Oui, donc, tout à fait, ça c'est sur, exact. sur la préparation, on peut ne pas être compétent aussi. Aussi, mais on partage le même point de vue, parce D'accord. qu'il est évident que s'il savait qu'il y a des fautes d'orthographe, il ne les publierait pas. Ben oui. Mais ce qu'on peut leur reprocher, c'est de ne pas avoir demandé à quelqu'un qui Oui, a un peu plus de compétences de relire le oui, menu, tout oui, simplement. oui.
Ce qui hein. veut dire qu'il y a quand même une conscience de quelque chose qui n'est plus là. Je trouve que c'est assez grave maintenant. Oui. L'orthographe des menus est je dirais que c'est quasiment une science, hein, parce que Mhm, mhm, il faut y être attentif. Il faut déjà connaître pas mal la langue française au départ. mhm, Et alors, il faut avoir un peu de logique. mhm. Il faut avoir, je dirais, un esprit critique par rapport à ce qu'on écrit et se dire, oui, mais bon, si j'accorde là, est-ce que c'est logique? Vous savez, j'ai déjà vu une faute qu'on voit maintenant de manière très souvent, très récurrente, les moules. Bon, en Belgique, on fait des moules parfois à 15 ou 20 sortes différentes de recettes dans le même établissement quand c'est spécialisé. Bon, moule marinière, on vous met marinière avec S à la fin, quoi. Que ce sont des moules à Elles la sont marinière. marinières. Elles sont à la mode de la marinière, mais elles ne sont pas marinières en tant que telles. J'ai déjà dit, mais maintenant je dis vous allez mettre pomme vapeur avec au pluriel aussi alors. Mais n'oubliez pas que je leur dis pomme est féminin, donc vous devez mettre vapeur avec RES à la fin alors. Hein. Oui. Ben oui, ben bon, attendez, si on commence à conjuguer, à accorder n'importe comment, Oui, euh, faut mettre la bêtise jusqu'au bout. Hein. Ah oui, oui, ben oui. non, ben je dis ben alors quand vous mettez S à marinière alors. Mhm, mhm. Et alors, bon, si dans un intitulé on mettait détruite meunière, parce que bon, la phrase le demanderait, hein, je ne sais pas Oui, dans quel cas on oui. pourrait le mettre, mais enfin, bon, on va mettre meunière avec S aussi, alors, enfin, Oui, oui, bon, absolument. Oui, oui, tout à fait. ça ne ressemble à rien. Absolument. Chers amis, s'il y a des jeunes amis qui nous écoutent, vous allez dire, mais ce sont des vieux, ils connaissent plus rien et tout ça. Sachez que l'orthographe, depuis toujours et en tout temps, est extrêmement importante dans la vie de tous les jours et surtout dans la vie professionnelle. Et ne croyez pas que le fait d'écrire les choses qui ne sont pas correctes n'est pas sans conséquence. Donc, voilà. Et la première des conséquences, c'est que lorsqu'on cherche un emploi, Oui, j'en ai déjà discuté avec des personnes qui lisaient des CV, hein, ou des oui, lettres de motivation qui me disent, bon, une faute, ok, hmm, deuxième faute, c'est le bac directement. oui, Alors absolument. bon, parce que ça trahit, surtout quand c'est un poste, je vais prendre un exemple, bon, moi j'étais dans l'enseignement, quand c'est un poste de quelqu'un qui brigue un poste dans l'enseignement, si Oui, cette personne-là n'est pas capable d'écrire correctement sa lettre de motivation ou de recommandation, comment voulez-vous qu'elle donne cours de manière convenable à des élèves et surtout qu'elle corrige les fautes d'orthographe des élèves? C'est pas possible. absolument. J'ai eu un jeune chef de service qui me faisait corriger toutes les notes qu'il rédigeait. Mais Bon, ça part encore d'une bonne approche, parce qu'à ce moment-là, il va dire, oui, j'ai des lacunes, oui, je fais vérifier les choses où je suis plus faible par quelqu'un. Mais oui, le pire, c'est quand vous avez quelqu'un qui est sûr de son bon droit, qui ne fait vérifier par personne, et oui, qui vous fait un document avec, qui vous bourré de rédige un fautes. document avec une faute à chaque ligne, quoi. Ça, Absolument. c'est encore pire, évidemment. Oui. Alors, Guy, venons-en à notre sujet du jour. Alors, le Le... sujet du jour, eh bien, c'est que nous sommes donc à la période des fêtes de fin d'année et que traditionnellement, pendant les fêtes de fin d'année, on offre aux enfants des friandises, entre autres choses. Hein. Nous Oui, n'avons pas les compétences pour parler des jouets électriques, donc nous allons parler de non. ce qui se mange. Alors, en Belgique, on commence par la fête de la Saint-Nicolas, bien entendu, qui est la grande fête des enfants, qui n'existe pas vraiment en France, si ce n'est dans certaines régions Oui, dans l'Est comme la Lorraine oui, par oui, exemple, oui, qui existe par contre du côté de l'Allemagne, qui existe aussi, je pense, un peu en Suisse, qui existe en Espagne, qui existe en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, hein, et dans le nord de la France, hein, on hum, fête aussi hum, Saint-Nicolas. hum, Saint-Nicolas, c'est le 6 décembre, et la fête pour les enfants est au moins aussi importante, si pas plus importante que la Noël. Je me hum, rappelle que les cadeaux s'offraient aux enfants la nuit. Enfin, la nuit. Saint-Nicolas était censé passer la nuit du 5 au 6. hum, Quand le 6 tombait un week-end, c'était très bien. Maintenant, on s'arrange un peu avec les dates en faisant coïncider la fête de Saint-Nicolas. Non pas qu'elle ait changé de date, mais on profite du week-end. Souvent, c'est le week-end hum, qui précède pour offrir les cadeaux aux enfants, soit le samedi matin, soit le dimanche matin. hum, Et alors, il y a toujours, disons, deux types de choses qui sont offertes. Il y a des friandises et il y a bon, des livres, des jouets, des poupées, enfin, des jeux, tout ce qu'on veut. Mais il y a toujours des friandises. Alors, je comptais faire un épisode sur les friandises, typiquement belges et des choses, disons, que traditionnellement on offrait aux enfants.
Et puis en réfléchissant, je me suis dit, mais je vais parler de sucrerie, je vais éventuellement même parler de chocolat, mais je n'ai pas encore parlé vraiment du sucre. Oui, Et je pense qu'il est d'abord intéressant de parler de ce qu'est le sucre oui, avant de parler des bonbons. Donc, oui, on dans un commence par le épisode prochain, de commencement. toute façon, on parlera des sucreries. C'est Oui, intemporel, ça ne doit pas forcément coïncider, je oui, dirais, avec les fêtes de fin d'année, puisqu'on oui, offre des friandises aux enfants, je dirais, en tout temps, hein, oui, 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 et oui. que ce n'est pas ça Mm, qui va faire que vous allez changer vos habitudes. Si mm, vous offrez des friandises à Noël, c'est très bien. Si vous en offrez pour le Nouvel An, c'est très bien. Si vous en offrez à la fête des rois, c'est très bien également. Euh, et alors les chocolats, évidemment, n'oublions pas que ça s'offre généralement aussi à la Saint-Valentin. mm. Donc, on peut manger des bonbons et des friandises en toute époque, hein. Alors, Donc Guy, aujourd'hui, nous allons parler du sucre. voilà. Alors, le sucre, il y a... Parce qu'on entend dire beaucoup de choses sur le sucre, mais sans savoir exactement c'est quoi le sucre, Voilà. est-ce qu'on en trouve... alors, on voit, il y a plusieurs formes de sucre, mais on voit qu'il y a du sucre roux, du sucre bio, du sucre Oui, blanc, oui, oui, bon, tout à fait. voilà. Alors, il faut Alors, d'abord distinguer, quand on parle de sucre, et qu'on emploie ce mot-là au singulier, il faut d'abord distinguer le mot sucre dans le langage courant et puis dans le langage professionnel de l'industrie agroalimentaire ou de l'industrie biochimique. On ne mm, parle pas tout à fait de la même chose. Ce mm, que nous appelons sucre dans le langage courant, et je dirais même en cuisine, quand on dit donne-moi le sucre, on parle de ce qu'on appelle le sucrose ou le saccharose en fait. ouais, Alors le saccharose, qu'est-ce que c'est? C'est un sucre, parce qu'il y a plusieurs sucres dans la nature et il y a plusieurs sucres dans l'industrie agroalimentaire. C'est un sucre qui est extrait soit de la betterave, soit de la canne à sucre. Alors, oui. pour dresser un petit peu le portrait, 80% du sucre consommé dans le monde provient de la canne à sucre et seul 20% provient de la betterave sucrière. Alors, Alors, Guy, j'ai oui, une question tout de suite, Guy, parce que je pense que c'est intéressant de faire le distinguo entre sucre raffiné et sucre non raffiné. je vais en parler parce que je vais vous expliquer comment on fabrique le sucre en fait. Parfait, parfait. Donc, je vais en parler dans quelques instants. D'accord, Mais je d'accord. dressais un peu le portrait de l'origine du Oui, oui, sucre. oui, d'accord, d'accord, Alors, Guy. pour refaire un petit point historique, le sucre est connu depuis, je dirais, quasiment l'Antiquité, hein. Mm, Alors, mm, chez nous, en Europe, il n'existait pas. Il était consommé de sucre, ou en tout cas comme produit sucrant, sous forme de miel, hein. mm, Il mm. y avait au Moyen Âge et même dans l'Antiquité des ruchers, je dirais, qui abondaient, qui étaient placés volontairement un peu partout, parce que le sucre ne pouvait, quand je dis le sucre, entendons-nous, pas le sucre que nous connaissons maintenant, mais Bien sûr, ce qui était utilisé comme produit sucrant ne oui, pouvait être utilisé qu'au travers du miel des abeilles, hein. oui, oui. Donc, dans toutes les peintures et dans toutes les enluminures du Moyen Âge, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on voit des ruchers avec la récolte du miel, hein, Mm. à la fin de la saison d'été. Et c'était des ruches, si vous vous rappelez, des ruches qui étaient faites de d'osier tressé ou de paille tressée, hein, en forme vraiment de ruche, comme l'image traditionnelle qu'on appellerait l'image d'Épinal, les représente une espèce de dôme comme ça, hein, Oui, oui, un petit peu arrondi sur le oui, dessus, oui. avec un petit trou pour les abeilles entrer, et puis à l'intérieur, elles dressaient leur rayonnage. Mm, mm. Alors, on importait déjà du sucre au Moyen Âge qui nous venait d'Asie, d'Orient, parce qu'il y avait là-bas, du côté de la vallée de l'Indus, une plante qui poussait et que Alexandre le Grand avait déjà, disons, rencontré. C'était le fameux roseau sucré. Et le roseau sucré, c'est la canne à sucre. Alors les Arabes, hein, qui avaient quand même, qui n'étaient pas que des conquérants, et c'était aussi des gens qui étaient Oui, industrieux, absolument. avaient déjà, je dirais, utilisé la canne à sucre pour en faire du sucre. Et le mot sucre dérive au départ du persan, hein. Donc c'est un mot qui nous est venu je dirais, par les voyages et le commerce. Le sucre, donc, existait déjà à partir de canne à sucre. Et on le raffinait déjà à cette époque-là. Donc, on trouvait déjà du sucre au Moyen Âge chez nous, mais il était destiné à des gens fortunés, à des gens qui avaient vraiment les moyens. Et devinez où est-ce qu'on le vendait, le sucre, d'après vous? Mm. Je parle du Moyen Âge, hein, je parle avant la Renaissance, hein, je parle vraiment, disons, des années 1300, Oui, 1400, par exemple, hein. oui, Alors, où vendait-on le sucre? Bon, il y en avait, mais il y en avait peu, évidemment. ouais, Il était réservé à une élite financière.
Ah oui, donc il devait y avoir une bourse, j'imagine. Peut-être pas qu'il y avait une bourse, mais en tout cas, on le vendait chez les apothicaires, chez les pharmaciens. Ah oui, chez les apothicaires, oui, Oui, oui. le sucre était vendu chez les apothicaires. Oui, Alors, je n'ai pas une idée du prix de ce qu'on pouvait mettre pour du sucre, mais il était même un peu considéré comme un médicament à l'époque, hein. oui. Donc, c'était une substance qui était bien sûr très sucrée et qui était donc vendue en toute petite quantité à prix d'or, tout simplement. Mhm, Alors, mhm, mhm. le sucre a été produit en quantité de plus en plus massive quand, lorsqu'on a découvert les Amériques et qu'on y a installé des plantations. Alors, il est connu que toutes les îles des Antilles ont produit du sucre et que le Brésil a servi à produire du sucre. Et c'est d'ailleurs encore, j'en reparlerai, c'est encore le pays le plus important au niveau des pays producteurs et exportateurs de sucre, c'est le Brésil, hein. Pourquoi? Parce que la canne à sucre, elle a besoin d'avoir un climat qui soit un climat tropical ou subtropical. Elle ne va pas Oui, pousser dans nos régions, disons, continentales d'Europe, il ne fait pas assez chaud. oui, oui, Et c'est à Napoléon, parce qu'évidemment, les Anglais, avec leurs colonies, et même la France, avec ses colonies, euh, faisaient le business de la canne à sucre, hein. Rappelez-vous, oui, il y avait ce qu'on appelait le commerce triangulaire oui, entre les grands ports français et même, je dirais, le port d'Anvers d'une certaine manière. Hein, oui, le commerce triangulaire, qu'est-ce que c'était? La ville de Bordeaux, qui était une ville extrêmement connue pour ça, elle envoyait des navires en Afrique. oui, Là, on achetait des esclaves, on faisait la traversée de l'Atlantique, on amenait les esclaves, je dirais, euh, à bon port, soit au Brésil, soit dans les Antilles, soit dans le nord de l'Amérique. On les vendait, bien entendu. oui, Là, on rechargeait du sucre, on revenait à Bordeaux, et c'est pour ça qu'il y a des sociétés sucrières qui sont encore installées le long de la façade atlantique en France, c'est de mhm, cette époque-là. Et puis le navire reprenait la route, le chemin, je veux dire le chemin des mers, il retournait de nouveau en Afrique. C'était le commerce triangulaire, hein. Si vous regardez un mhm, petit peu le dessin que ça fait, c'est un triangle. mhm, Donc, les mhm. grandes villes sucrières étaient des villes portuaires. Anvers était une ville sucrière. Bordeaux était une ville sucrière. Je pense que Nantes l'était également. Oui, D'ailleurs, il y a sans toujours une doute, usine oui, à Nantes, hein. oui, oui. Bougainville doit installer à Nantes. Et Mhm, d'autres villes sur les côtes européennes étaient des villes sucrières. mhm, Alors, quand Napoléon est entré en guerre, il a eu la bonne idée d'être en guerre avec les Anglais. Les Anglais avaient la plus grande flotte maritime à cette époque-là. Qu'est-ce que les Anglais ont fait? Ils ont fait le blocus. mhm. Donc, le blocus, ça veut dire on empêche les navires français de sortir. Bon, puisque les Anglais avaient gagné la bataille à Trafalgar Square entre-temps, Oui, hein. oui, oui, Donc, ils Wellington, avaient la, merci. ils avaient la domination sur les mers, donc on Oui, empêche oui, la France de sortir. Alors, Napoléon se retrouve évidemment sans sucre pour le oui, pays, pour la France, pour oui, l'Empire. oui. Donc, il va s'adresser à des scientifiques et il va leur dire, écoutez, tirez votre plan, mais vous devez me fabriquer du sucre avec autre chose que de la canne à sucre. Mhm, Alors, je vais passer les détails. Nous dirons que les Allemands s'étaient déjà rendus compte qu'il y avait une racine de betterave particulière, parce que la betterave était utilisée en fait comme betterave fourragère, hein, sous mhm, forme de très grosses betteraves pour nourrir le bétail. Mais mhm, certaines variétés de betteraves étaient extrêmement sucrées, et on s'en était rendu compte. mhm, Alors on a dit, ben, on va d'abord essayer, on va faire des tests, on va voir comment on pourrait faire pour récupérer le sucre de cette variété de betterave qu'on a appelée par la suite la betterave sucrière, mhm, hein, et on y est arrivé, je vais vous raconter comment on procède, évidemment, hein. mhm, Alors, pour avoir une petite idée, la betterave sucrière, elle est plus petite que la betterave fourragère. Par contre, elle est extrêmement chargée en sucre. Elle en contient à peu près 17%. Ça oui, varie un petit peu selon les oui, variétés, oui, selon les saisons, si l'année était bonne, très ensoleillée ou pas, puisque je rappelle quand même que c'est par les feuilles de la betterave que se fait la photosynthèse et que se fait l'élaboration du sucre, hein. Alors, le mhm, sucre s'en va par les feuilles jusque dans les racines où le sucre est stocké. mhm, Évidemment, la betterave, son but, ce n'est pas de nous nourrir. Au départ, c'est de se multiplier. Donc, qu'est-ce qui va se passer après? La betterave va monter en fleurs, il va y avoir des graines. Les fleurs et les graines, enfin les graines en tout cas, vont prospérer, vont fructifier à partir des réserves que la betterave a mises dans sa racine. La betterave est une plante, je pense que c'est une plante qui est biannuelle, donc sa, 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 sa croissance et sa fructification s'étendent sur 2 années. Et puis évidemment, les graines sont emportées par le vent et redonnent de nouvelles betteraves. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait évidemment? Qu'est-ce que l'homme fait? Ben, il n'attend pas que les betteraves poussent en fleurs et puis en graines. Il va les récolter avant. Il va les récolter la première année. On plante, enfin on sème plutôt généralement les betteraves aux environs du mois de mars dans nos contrées. Il faut un sol extrêmement riche, il faut un sol limoneux. Pas question de faire pousser de la betterave, je dirais dans la caillasse des Alpilles, ça ne marchera pas, oui, hein. ça n'ira Il faut pas. vraiment, il faut vraiment un sol
un sol qui soit très très riche, hein, c'est Ouais, connu. ouais. Alors en Belgique, c'est dans toute la région des bas plateaux qu'on va faire pousser la betterave, dans ce qu'on appelle l'ASB, dans ce qu'on appelle le plateau limoneux, Esbignon et Brabançon. C'est là que la betterave va pousser. Et en France, vous avez comme ça aussi d'énormes régions où la betterave Oui, peut pousser, hein, absolument. dans le nord. Dans le nord de la Donc, France, oui. on récolte les betteraves entre la fin du mois de septembre, en gros, et en gros la Noël. Hein, on récolte les Mm, betteraves mm. sur cette période-là. Plusieurs manières de la récolter. Bon, anciennement, c'était évidemment à la main. C'est un travail extrêmement pénible, hein, parce que la J'imagine, betterave, oui. il faut d'abord couper le collet. Mm, Hein. Ensuite, il faut, avec une bêche, déterrer les racines. Ensuite, il faut les charger dans des tombereaux. mm, Et puis, ça partait à la sucrerie. Bon, maintenant, ça se fait évidemment de manière tout à fait mécanique depuis certainement 50, 60, mm, mm. 60 ans. Anciennement, c'était des machines qui arrachaient un seul rang de betterave à la fois. Maintenant, ils en arrachent jusqu'à 6, 7, 8, 9, 10 peut-être. Il y a une machine qui passe d'abord dans un premier temps, qui va couper tous les collets. On peut régler la hauteur de coupe des collets. Si on coupe trop haut, qu'est-ce qui se passe? On ne coupe que les feuilles. Et alors, la partie haute du collet reste présente, mais elle n'est pas intéressante d'un point de vue fabrication. Mm. Et si on coupe trop bas, on entame trop, je dirais, la racine Absolument. proprement dite et on Ouais, enlève du sucre. Donc, ouais. hein, il faut vraiment régler ça convenablement. Mm, Hein, on enlève d'abord les collets. Alors les collets sont récupérés soit pour la nourriture des animaux, soit qu'on les laisse sur le champ, on laboure le champ par la suite et les mm. collets vont servir à engraisser le champ, vont servir du muscle tout simplement. Absolument, Alors absolument. ensuite, il y a une machine qui va, je dirais, déterrer les betteraves Mm, et une autre machine qui va charger les betteraves donc dans un tombereau, dans une benne, enfin dans un moyen de mhm, transport. mm. Alors les betteraves généralement sont stockées en bord de champ. Alors il y a une raison à cela, c'est que il y a très très longtemps, bon, une époque que j'ai connue, il y avait des sucreries et des râperies à peu près, je dirais, tous les 20-30 kilomètres dans les régions où on produisait des betteraves. Ah oui. Maintenant, il n'y a plus, à ma connaissance, que 3 sucreries et une râperie en Belgique, Mhm. sur tout le pays, hein. Pourquoi? Ah, Parce qu'on a augmenté les tailles de ces unités de fabrication pour rationaliser, bien entendu, les processus de fabrication. Mais ouais. vous pensez bien que si tout le monde récoltait ces betteraves, je vais dire, le 30 septembre, ben, il n'y a pas moyen de les porter ce jour-là à la sucrerie. C'est Bien impossible, hein. sûr, Les bien tonnages seraient sûr. trop importants. Donc, Ouais, ouais. les fermiers reçoivent à la fois, je dirais d'abord, un cahier de charges au niveau de la plantation, c'est qu'ils ne peuvent Mhm, pas planter autant d'hectares qu'ils veulent, en fonction de l'étendue de leur culture d'une part, et en fonction des besoins en sucre du pays, on a ce qu'on appelle des quotas. Alors bien entendu, tout ça, ça vient de l'Europe au départ, hein. L'Europe mhm. dit, voilà, la Belgique va pouvoir produire cette année-ci tant de milliers ou de millions de tonnes de sucre, tout simplement. Donc, c'est plutôt des milliers que des millions en fait, hein. Oui. Donc, on a un quota et puis les quotas sont redistribués aux fermiers à la fois en fonction de l'étendue de leur culture et aussi en fonction, je dirais, de la distribution logique et par rapport à la culture de l'année antérieure, hein. On ne peut pas tout d'un Mhm, coup dire je double ma culture de betterave. Non, non, on doit rester plus ou moins dans une fourchette qui est similaire. mhm. Alors, les betteraves sont stockées le long des champs. Elles sont recouvertes de bâches. Pourquoi? Parce qu'il faut les empêcher de geler, hein. Mhm. Or, fin septembre, octobre, novembre, on a les Oui, premières gelées qui arrivent et ouais, le gel fait diminuer le taux de sucre. Ça, c'est ouais. une première chose. Mhm, Et deuxièmement, le temps fait également diminuer le taux de sucre. Alors, il y mhm. a comme ça des tables de calcul qui sont prévues, hein. Tant de jours avec telle température, ben, le taux de sucre va chuter. Or, les fermiers sont payés en fonction du taux de sucre dans leur betterave. Évidemment. Donc, il ne faut pas récolter trop tôt. Et alors, il faut aussi se méfier des conditions climatiques. Quand il pleut, par exemple, et que le sol est particulièrement, je dirais, boueux, il y a énormément de terre qui va rester accrochée aux betteraves. Et à ce moment-là, il y aura donc beaucoup de terre à devoir enlever. Oui, Et à oui. chacun des camions ou chacun des moyens de transport qu'on va avoir, quand il entre dans la sucrerie, il y a un système qui prend un échantillon, qui le lave et qui l'analyse. Ah Et oui. on détermine la valeur de la cargaison en fonction de ça. Donc, imaginons qu'il y ait 20% de poids en terre, ça va bien entendu être décompté, mais on va estimer que tout le chargement a 20% de poids en Ah terre. oui, oui, Et oui. imaginons que les betteraves qui soient prises sont des betteraves qui, pour une raison ou pour une autre, avaient reçu moins de soleil et étaient donc, par exemple, moins sucrées. On va aussi considérer que c'est Mhm. le reflet exact de tout chargement de betterave, hein. Oui, oui, oui. Donc, c'est important aussi de savoir comment on doit charger les betteraves
Alors bon, Mhm. généralement, on s'arrange pour que ce soit des betteraves qui viennent du tas et non pas, par exemple, de l'endroit où les Ouais, betteraves sont au sol, pour ne pas prendre trop ouais, de terre en même temps. Vous voyez, il y a ouais, toujours oui, des histoires comme ça. bien Donc, sûr. on va déterminer quel est le taux de sucre, et puis les betteraves vont commencer leur trajet, je dirais, dans la fabrication du sucre. La Mhm. première étape, c'est une étape de lavage. Alors, il y a un courant d'eau qui passe dans un sens et des betteraves qui passent dans l'autre. Donc, les betteraves vont passer à contre-courant et elles vont être brassées dans de l'eau Mhm. qui est recyclée généralement après décantation. Hein. C'est une eau qui est Mhm. plus ou moins sale au départ, mais qui va aller en devenant de plus en plus propre. Et les betteraves sont lavées au mieux qu'on puisse le faire, de manière à enlever un maximum de terre. Alors, il y a deux variétés, enfin, il y a plusieurs variétés de betteraves. Il y a des betteraves à peau lisse et des betteraves à peau rugueuse. Il est Mhm. évident que les betteraves à peau lisse se nettoient beaucoup plus facilement. Bien Hein. sûr. Donc, l'idéal, Ouais, c'est de planter des betteraves à peau lisse plutôt qu'à peau rugueuse. ouais. Et la recherche en agroalimentaire essaye de pourvoir ce type de betterave-là d'un maximum de sucrosité, de manière à avoir, disons, plus d'avantages que d'inconvénients. Mhm. Ensuite, les betteraves vont être râpées. Alors, on va fabriquer ce qu'on appelle des cossettes. Alors, des cossettes, en fait, ce sont, je dirais, des filaments de betterave qui sont le résultat de ce râpage des betteraves, des racines. Mhm. Mhm. Et ça ressemble un petit peu, pour vous donner une dimension, au fromage râpé qu'on peut faire chez soi en Mhm. utilisant une râpe manuelle, Oui, avec les trous les plus gros. oui, Voilà. oui, oui, Hein. oui, oui. Donc, c'est Ouais. râpé sous forme de filaments qui vont faire quelques millimètres d'épaisseur. Mhm. Voilà. Ce qui veut dire que ces filaments vont offrir une surface de contact assez grande par rapport au poids qu'ils représentent. Oui. Alors, on va faire passer ces filaments dans un bain d'eau chaude qui, de nouveau, va aller dans un sens, l'eau s'écoulant dans un sens et, je dirais, Les les filaments cossettes dans l'autre, oui. voyageant dans l'autre sens. Voilà. Oui, oui. De sorte que, par le phénomène d'osmose qu'on connaît en règle générale, le sucre qui est contenu dans les filaments de betterave, dans les cossettes, va passer dans l'eau, qui elle n'est pas sucrée au départ, hein, bien entendu, et le sucre va se diffuser dans l'eau. Et à la Mhm. fin de tout ça, il n'y aura quasiment plus de sucre, il n'y aura quasiment plus que des traces de sucre dans les betteraves, Mhm. dans les pulpes résiduelles, tout le sucre étant passé dans l'eau. Et à la fin du processus, l'eau contient à peu près 85% de sucre. Ah oui, Donc, c'est pour vous donner une idée de la quantité d'eau par rapport à la en effet, betterave. Hein. Donc, les en betteraves effet. arrivent avec Oui. 17% de sucre et le sirop léger qui est constitué va être chargé de 15% de sucre. Donc, Mhm. on va récupérer ce fameux sirop. Maintenant, le sirop, il est trouble, il est impur. Oui. Pourquoi? Parce que il y a encore des résidus de terre, il y a des résidus des cossettes de betterave. C'est un sirop qui n'est pas, disons, comme un sirop de sucre qu'on ferait chez soi, Et ça évidemment. Hein. fait une sorte de mélasse, Ah, pas j'imagine. encore. La mélasse, Pas c'est plus encore. tard que ça vient. D'accord, d'accord. Disons que le sirop là, c'est un sirop qui est grisâtre, on va dire. Hein. Alors, Mhm. il va subir des étapes à la fois de clarification et des étapes de concentration. Mhm. Alors, comment fait-on? Pour le concentrer, on le fait chauffer, tout simplement. Mhm. Quand je dis tout simplement, bon, il faut Oui, le il y faire, a évidemment. Alors, on évaporation. va le faire comment? On va le faire chauffer par un système de vapeur. Ouais. C'est-à-dire que il va y avoir le passage de ce sirop sur des éléments chauffants, mais ça ne peut pas non plus caraméliser. Mhm. Donc, en règle générale, on fait même ça sous vide. Donc, il va y avoir de l'évaporation de l'eau. Mhm. Et alors, l'eau, quand elle s'évapore en tant qu'eau pure, évidemment. Hein, elle ne s'évapore pas Mhm. en tant que sirop. Le Mhm. sucre, lui, ne s'évapore pas. Hein. Bien Donc, sûr. le sirop va se concentrer, il va perdre de l'eau et il ne va pas caraméliser, parce qu'on essaie qu'il ne caramélise pas, en tout cas. Eh Hein, ben oui. parce que sinon, il faudrait aussi enlever. Et alors, Ouais. pour clarifier proprement dit le sirop et lui enlever ses impuretés, on va ajouter de la chaux, de l'eau de chaux, hein, Mhm. ou du lait de chaux. Et c'est Mhm. pour ça qu'il y avait, moi j'étais étonné, j'ai un jour visité une sucrerie quand j'étais enfant, et alors je voyais des gros pavés, des pavés de pierre, hein, des gros blocs de pierre comme ça. Mhm. Et j'avais Mhm. demandé à papa, je dis, mais bon, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais qui m'a dit, il y a là un four, les pavés, la pierre est réduite en chaux par la cuisson, hein, Mhm. et Mhm. on ajoute cette chaux diluée dans le sirop, et alors il y a une réaction chimique qui va se produire, et vous avez une précipitation des impuretés avec la chaux qui se Mhm. produit, alors on décante, et puis on récupère le sirop clarifié. Alors une Mhm. fois que le sirop est à la fois, je dirais, concentré et clarifié, on va pouvoir faire cristalliser le,
le sucre qu'il contient. Alors, comment fait-on? Il y a plusieurs procédés, hein, mais je vais vous en citer un. Mhm. On va disperser dans le sirop ce qu'on appelle du sucre impalpable, donc du sucre S0, du sucre glace, de toutes fines particules de sucre. Et alors, la cristallisation a ceci, c'est que, comme on est dans un sirop qui est presque à saturation, les particules de sucre qui sont mises dans le sirop vont servir d'amorce à la création de cristaux. Mhm. Et vous avez D'accord. des cristaux de plus en plus gros qui vont se produire. Mhm. Alors, le sirop va être essoré et les cristaux vont être récupérés avec des tailles différentes. Mhm. Voilà. Et nous avons du sucre cristallisé. Et là, on a du Alors, sucre le cristallisé. sucre D'accord. cristallisé, c'est un sucre qui n'est pas encore raffiné. Alors, Oui. on peut l'utiliser tel quel, mais on peut également le raffiner une seconde fois. Alors, Oui. comment fait-on pour le raffiner? On le remet de nouveau en solution, on fait de nouveau une clarification et on récupère de nouveau le sucre. Voilà. Mhm. Mhm. Donc, c'est ainsi qu'on a toute une série de sucres possibles, parce que des sucres, il y en a, je dirais, des dizaines possibles au niveau de l'achat commercial, hein. Oui. Alors, Oui. au début, quand Napoléon a demandé justement à ce qu'on lui présente le travail des chercheurs en vue d'avoir du sucre de betterave, on faisait cristalliser le sirop de sucre dans des moules qu'on a appelés, une fois que le moule était retourné et que le sucre était démoulé, des pains de sucre. Mhm. Et c'est comme ça qu'on avait ces espèces d'obus blancs de tailles Oui. différentes, parce qu'il y avait Oui. des pains de sucre qui étaient petits, d'autres qui étaient plus grands, et qu'on avait des pains de sucre, je dirais, à consommer. Maintenant, un Mhm. pain de sucre, c'était extrêmement dur, c'était vraiment très, très, Oui. très solide. Ce Oui. n'était pas à comparer avec le sucre que nous avons maintenant. Oui. Alors, il Oui. fallait casser ces pains de sucre. Mhm. Alors, on a inventé toute une série d'outils. On a inventé une espèce de hachoir, en fait, qui Mhm. ressemble très fort, pour ceux qui voient ce que c'est, à un hachoir avec lequel on peut couper du tabac, par Ah exemple, hein. oui. Oui. Donc, vous Oui. aviez une planche en bois Mhm. avec un mécanisme en métal, évidemment. La partie qui était fixe formait une espèce de lame crantée, et au-dessus de cette lame crantée venait se rabattre un peu comme une rogneuse pour le papier, finalement, hein. Ça ressemble un Mhm. peu à ça. Une Mhm. autre lame crantée avec une poignée, et on mettait le pain de sucre en commençant en principe par la pointe enfin, la plus fine, évidemment, hein. Mhm. On mettait le pain de sucre dans la mâchoire, on abaissait et on cassait des morceaux. Et puis on recassait de nouveau des morceaux plus petits avec le même appareil, jusqu'à ce que, pour des raisons de sécurité, on ne sache plus. Et Mhm. puis, pour avoir des petits morceaux de sucre, on utilisait une espèce de tenaille à mâchoire, à chélicère. Donc, vous aviez une espèce de, je dirais, de ciseaux, mais au lieu d'avoir des lames coupantes, vous aviez deux pointes courbées qui se rejoignaient. Mhm. Et on prenait les morceaux un peu grossiers de sucre, et alors, en serrant cette pince-là, on les recassait en morceaux plus petits pour les mettre dans le sucrier. Ça, Mhm. c'était tout un travail, évidemment, hein. Oui. C'était Oui. évidemment pas. Alors, bon, on peut supposer que dans les familles aisées, dans la bourgeoisie, dans l'aristocratie, ce n'est pas Monsieur le comte ou Monsieur le duc qui commençait à casser le sucre à Oui. table, hein. Oui. Vous Oui. aviez des Oui. petites mains en cuisine dans les Ouais. offices qui Ouais. se chargeaient de casser le sucre en morceaux et qui le mettaient dans les sucriers à disposition. Mais ça, Mhm. c'était évidemment début 19e siècle, la manière dont on pouvait utiliser les pains de sucre. Et puis, le sucre s'est démocratisé, évidemment, puisque c'est l'essor de la confiserie, c'est l'essor de la confiturerie. Le sucre devenait disponible comme produit de plus en plus démocratique, hein. Donc ça, c'était un gros avantage. Avec un gros avantage, avec le gros désavantage, c'est que la consommation de sucre s'est mise à croître de manière très, 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 très forte, avec le cortège de maladies que la consommation de sucre peut entraîner, hein. Absolument. Alors, est-ce que tu veux nous parler des différentes présentations et Alors, il la y a manière dont on nomme le sucre? le sucre, oui. On va d'abord parler de toutes les variétés de sucre. Alors, chers amis, pour écouter la suite, c'est dans l'épisode prochain, l'épisode 80, qui sera diffusé la semaine prochaine. À très bientôt.